Pas vrai. Le Mexicain, il va vouloir continuer à être à 40 km du lieu de travail ou de l'école, à payer davantage un taux d'intérêt plus élevé, à condition que ça soit de l'horizontal et pas de vertical. Un autre exemple, je termine. On parlait aujourd'hui, le directeur de la RATP se souvenait comment la RATP a commencé à travailler au Mexique avec la construction du métro en 1967. C'est donc un petit moment quand même. Et d'ailleurs, la RATP et le métro de Mexico, ce sont de grandes réussites aussi, de grands succès. Le métro de Mexico transporte 3-4 millions de personnes par jour. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace, de plus rapide. Il y a la saturation, il y a toutes sortes de problèmes. C'est trop beau marché, donc la subvention est énorme, ça coûte une fortune à l'État. Mais bon, ça marche plutôt bien. Mais le problème, c'est qu'en même temps qu'il y a eu cette réussite-là, il y a eu une autre. Les classes moyennes mexicaines ont commencé à acheter des voitures nouvelles et surtout des vieilles voitures antérieures en provenance des États-Unis à des prix très réduits. Et donc on a un très bon réseau de métro et une quantité d'automobiles dans le pays et à la ville de Mexico énorme. Que font les gens de classe moyenne qui ont des voitures à Santiago du Chili, à Buenos Aires, à Sao Paulo, à New York, à Paris, à Londres? Comment vont-ils au boulot, tous ces gens-là qui ont des voitures, hein? Ils prennent le métro. Les gens censés, sauf les milliardaires ou je ne sais pas qui, prennent le métro. Les Mexicains, non. Ah non, si j'ai une voiture, je ne vais pas prendre le métro. Le métro, c'est pour les pauvres. Et on ne rencontre pas des gens de classe moyenne dans le métro de Mexico. Et donc, on a une circulation impossible dans la ville, parce que tous les gens qui ont des voitures, qui aujourd'hui sont dans la ville de Mexico, une grande majorité, au lieu de laisser la voiture chez eux et prendre le métro au boulot et l'utiliser le soir et le week-end, utilisent la voiture pour aller au boulot. Alors, on a un métro saturé et on a toutes les artères de la ville saturées. Pourquoi? Parce que cette classe moyenne mexicaine, ou de Mexico, peut acheter des voitures, ce n'était pas le cas avant, mais elle ne veut pas utiliser le transport public en commun, comme les classes moyennes des autres pays, non seulement plus riches que le Mexique, mais même avec un revenu par tête d'habitant plus bas que le Mexique, comme le Brésil, et même comme l'Argentine aujourd'hui, pas le Chili, mais l'Argentine. Alors, c'est un peu le problème qu'on affronte, et je pense que la plupart des difficultés avec la France, dont on va sûrement en reparler, ont à voir peut-être avec cette contradiction-là. Merci. Merci beaucoup. Alain? Merci, M. le Président. Bien, n'appartenant pas au Conseil stratégique, ce que je vais vous dire n'engage que moi, et en plus, je pourrais faire un pas de côté et parler d'autre chose que ce qui est le sujet qui nous réunit. Je vais vous parler du Mexique et de la France. Je vais vous parler aussi du passé. Je m'excuse auprès de l'historien qui est à côté de moi. C'est un risque que je cours. À la réflexion, il y a quelque chose de curieux dans les relations entre la France et le Mexique. C'est que le Mexique est le seul pays d'Amérique latine qui fasse partie de l'histoire de France. Et la France est le seul pays d'Europe, avec l'Espagne, qui fasse partie de l'histoire du Mexique. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, 1860, etc. Mais enfin, sans la France, il n'y a pas cette icône de l'identité nationale qui est Benito Juárez. Il n'y a pas de fête nationale de Cinco de Mayo. Il n'y a pas Cameron pour la Légion et pour l'armée mexicaine. Regardez le voyage de Général de Gaulle en 1964. Le Général de Gaulle va à l'Amérique du Sud en septembre. Il visite tous les pays d'Amérique du Sud. En mars, du 16 au 19 mars, il va visiter un seul pays, le Mexique. Et c'est là où le discours le plus intense, le plus engagé, le plus lyrique aussi, la base de la manière, etc. Nous avons une relation spéciale. Cette relation spéciale est une continuité
une constante de la politique extérieure française, et aussi, disons, de l'action extérieure du Mexique. Et ces affinités, ces volontés de rapprochement, malheureusement, je ne parle pas pour désespérer la tribune et la commission, mais n'ont pas toujours été couronnées de succès, je dirais même qu'elles ont rarement été couronnées de succès. Il y a eu des volontés et beaucoup d'échecs. Voyage du général de Gaulle, l'intendance n'a pas suivi, et surtout il y a eu le décalage entre la politique d'indépendance nationale du Mexique au début du sexennat de López Mateos et en 1964 au moment où de Gaulle a visité le Mexique et où la guerre froide a connu un moment de grande intensité. Donc, point qu'on a parlé dans l'article qui est important sur ce sujet, d'occasion manquée, de desencuentro entre la France et le Mexique. Il y a eu d'autres desencuentros plus récents, on n'en parlerait pas, 2009-2011, il y a eu des succès. Alors, c'est de cela dont on pourrait parler. Le succès, c'est 81. Non pas la visite du président en octobre au Cancun, excellent discours né d'une plume inspirée sur la Révolution, mais la déclaration franco-mexicaine du 28 août 1981. Cette déclaration franco-mexicaine, ça signifie deux choses. Ça signifie, d'une part, que le Mexique, à l'époque, était trop faible pour s'opposer aux États-Unis. La France était trop illégitime dans une région où elle ne sait pas, mais à eux deux, ils pouvaient orienter une solution politique négociée aux convulsions de l'île centrafricaine. Ça, c'est une leçon à tirer de cette réussite. Alors, je voudrais, pour aller dans le sens de ce que disait tout à l'heure Wolf, et peut-être, si on veut expliquer les affinités et la volonté de rapprochement entre la France et le Mexique, c'est peut-être que les Français non plus, mais pas les autres, comme les Mexicains, ça nous rapproche. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le Mexique, en France, est très mal connu. Alors c'est la faute des Mexicains, c'est pas la faute des Français. Peut-être la France est-elle mal connue aussi au Mexique, mais ça c'est un autre problème. Je crois qu'il y a évidemment les informations journalistiques et la couverture des médias. On ne peut pas non plus oublier l'héritage de 70 ans de régime autoritaire ou semi-autoritaire, la violence, le narcotrafic, etc. Mais il y a un certain nombre de données que savent évidemment tous les membres de la Commission, mais que ne savent pas tous les Français, et que je crois que l'opinion a son mot à dire dans ces rapprochements, dans cette volonté de travailler ensemble, de coopérer, d'être solidaires, etc. C'est que le Mexique, on a parlé des classes moyennes, je crois que c'est très important. Enfin, le commerce extérieur du Mexique. Le Mexique est le premier exportateur d'Amérique latine, et ces exportations sont composées à 80% de biens manufacturés. Pour le Brésil, c'est 40%. Et ça me paraît important. Alors bien sûr, 80% vont vers les États-Unis, bien sûr, la Chine a pris au Mexique sa place de deuxième fournisseur des États-Unis, que le Mexique est en train de reprendre. Mais ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que la dynamique même de la manufacture, de l'assemblage, des maquiladoras, etc., l'apprentissage industriel, la modernisation des unités de production, a fait que la qualification technique de la main-d'œuvre s'est élevée de plus en plus, et ça me paraît important, évidemment, la classe moyenne aussi. Mais la montée en gamme de l'industrie mexicaine est quelque chose qui mérite d'être connu, signalé, souligné, avec, tout à l'heure on parlait des secteurs d'excellence, aéronautique, informatique, biotechnologie, et je crois qu'il faut insister sur la qualité de la main-d'œuvre. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Le Mexique forme plus d'ingénieurs annuellement que le Brésil ou l'Allemagne.
personne ne le sait. Enfin, si, ceux qui doivent le savoir le savent. Mais disons, dans l'opinion, ce n'est pas très connu. C'est le Mexique qui a le plus de diplômés du supérieur en Amérique latine dans la tranche 25-34 ans. Le Mexique s'est doté dans les années 90 d'un réseau d'universités technologiques, y compris dans des quartiers extrêmement défavorisés. Je me souviens de Nezahualcóyotl, qui était le plus grand bidonville du monde, qui est maintenant une belle ville. Et on a créé, à l'époque, dans les années 90, une université technologique, sur le modèle des universités françaises. Eh bien, ces universités technologiques, qui sont très nombreuses aujourd'hui, aussi nombreuses que les universités en France, permettent aux techniciens supérieurs, aux ingénieurs d'exécution d'être formés dans les meilleures conditions et de participer à la transformation de l'appareil productif mexicain. Je voudrais terminer sur un point, sur ce qu'on pourrait appeler la mauvaise image du Mexique, il faut en parler, l'absence de communication, ou la mauvaise communication, l'insuffisance de communication. Je voudrais parler de ces allocations conditionnelles pour les familles, qu'aujourd'hui on pratique dans toute l'Amérique latine, sous la bénédiction de la Banque mondiale, c'est Conditional Cash Transfer. Tout le monde en Amérique latine et en Europe a un modèle à l'esprit, c'est la Bolsa Familia brésilienne. Et tout le monde croit que ce sont les Brésiliens qui l'ont créé. Or, les Brésiliens ont créé la Bolsa Familia en 2003, et ce type d'allocation a été créé au Mexique en 1997, ça s'appelait Progresa de Oportunidades. Eh bien, ça n'a pas été diffusé, ça n'a pas été connu, parce que je crois que le Mexique reste un pays trop discret. Et on a besoin que le Mexique communique mieux pour pouvoir mieux travailler avec lui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas mon cas. Pour la discrétion, c'est pas mon cas. Sur l'avant-dernier point, sur la qualité de la main-d'œuvre, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alain. Ce matin, c'était assez surprenant. Nous avions les gens de l'ADS, de Safran. Safran, c'est 5000 emplois au Mexique. Bon, ça peut s'expliquer parce qu'il y a la proximité de Boeing, parce que c'est la proximité des États-Unis, parce que c'est le marché américain. Mais tous, on dit, nous avons des main-d'œuvre de grande qualité, avec des gens qui sont formés, qui comprennent très vite, très bien, travaillent bien, ont une grande conscience professionnelle. Et quand on est dans des câblages pour des avions, pour des hélicoptères, on ne peut pas se permettre de faire une erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Il y a le droit à l'erreur si on fait un peu d'artisanat, mais si on est dans des câblages pour des 380, des portes d'avion, des pièces essentielles stratégiques dans les hélicoptères, il est évident qu'il faut avoir des gens de très grande qualité, parce que un échec peut ruiner l'entreprise. Et les deux, à la fois Rank et Hertemann, les deux présidents ont dit qu'ils n'avaient pas de soucis sur le Mexique. Quand leur filiale mexicaine prenait un sujet à bras-le-corps, ils savaient que le produit serait là, bien préparé, dans les délais, de bonne qualité, avec toutes les vérifications, toutes les procédures. Et ça, je pense, c'est quand même un point très, très positif qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays. Voilà. Jean-Noël maintenant.